Donc merci à tous d'être là ce soir. Je suis ravi de cette rencontre à l'orée des grandes vacances pour un sujet qui n'est pas un sujet anodin, qui est à mon sens le grand sujet de notre époque. Notre époque qui est marquée par ce que j'appellerais la superficialité, en tout cas la superficialité du débat public et du débat intellectuel. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à écrire ce livre, peut-être trop ambitieux, un livre qui aurait sans doute mérité quelques années de travail en plus pour être vraiment convaincant, mais comme je n'en pouvais plus d'assister au spectacle auquel nous assistons depuis maintenant des années et qui ne cesse de devenir plus effrayant depuis des mois, je n'ai pas pu m'empêcher de coucher tout cela sur le papier. Sans doute, les philosophes trouveront-ils que c'est un peu léger du point de vue de la philosophie, les économistes un peu légers du point de vue de l'économie, les sociologues du point de vue de la sociologie, les historiens du point de vue de l'histoire. Bref, on trouve toujours des armées de spécialistes pour reprocher à tout auteur qui s'aventure sur leur terrain sans être dûment habilité à le faire pour critiquer, mais je dois dire à ma grande surprise que, peut-être parce qu'aucun d'entre eux ne l'a lu, à ma grande surprise, pour l'instant, je n'ai pas subi ce genre d'attaque que j'avais l'habitude de subir dans le passé, et surtout d'ailleurs dans une partie de mon histoire que tout le monde connaît de façon indirecte à travers un certain nombre de discours. Il y avait toujours un historien pour se lever en disant « Ah là là, mais non, vous n'avez pas le droit de dire ceci ou de dire cela ». Il y a quelque chose en particulier qu'on n'avait jamais le droit de dire, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, ma France à moi, elle était à Londres et pas à Vichy. Alors ça faisait hurler un certain nombre d'historiens, comme si l'historien avait quelque chose à dire sur cette question, qui n'est pas une question d'historien, mais une question morale. Donc en attendant que les critiques pleuvent, je vais essayer de dresser un tableau aussi compréhensible que possible de ce que j'ai voulu faire et de ce qui, à mon avis, est pour nous la plus grande menace à laquelle nous soyons confrontés. Pour résumer le fond de ma pensée, d'abord, j'ai le sentiment de plus en plus profond que nous nous trouvons une fois de plus au bord d'un de ces abîmes de violence que nous avons déjà côtoyé dans l'histoire de la civilisation occidentale et d'ailleurs dans l'histoire de toutes les civilisations. Et personne, une fois de plus, n'a l'air de prendre tout cela très au sérieux. Abîme de violence, je veux dire une situation qui ressemble à ce que René Girard décrit quand il décrit les sociétés déchirées qui cherchent à reconstituer leur unité, toujours par la violence. Alors celle de la persécution unanime, celle de la violence mimétique, celle du sacrifice sanglant. Les trois dernières que notre civilisation a connues sont la guerre de 30 ans. Nous avons largement oublié, mais société divisée, c'est le temps de la réforme, hein, l'Europe déchirée, la chrétienté déchirée. Et pendant 30 ans, un des conflits les plus ravageurs de l'histoire. Les estimations vont, pour une Europe bien moins peuplée qu'aujourd'hui, bien entendu, de 5 millions de morts pour certaines estimations. Il me semble me souvenir que Pierre Chonu parlait de 10 à 11 millions de morts. En tout cas, des régions entières ont été vidées de la moitié de leurs habitants à l'époque. Ce fut une guerre atroce, terrible, qui n'en finissait plus. Deuxième
Deuxième situation du même genre, en tout cas à mes yeux, c'est la Première Guerre mondiale. Il faut prendre un peu de distance avec le discours habituel sur les causes idéologiques de la Première Guerre mondiale. Hein. On dit souvent, oui, c'est le nationalisme. Donc, ce serait donc le fruit simplement d'une idéologie perverse, extrémiste, qui nous aurait conduit à cette catastrophe. Je pense que les raisons sont plus profondes. La société européenne de la fin du XIXe siècle est une société déchirée, déchirée entre la tradition qui ne veut pas mourir, la modernité qui veut s'imposer, déchirée par la lutte des classes, déchirée par les crises qui opposent les nationalités et les empires. Et il y a quelque chose qui ressemble étrangement à ce que nous vivons aujourd'hui. Pour ceux qui ont envie de se faire une idée de cette ressemblance et qui ne l'ont pas encore lu, Stefan Zweig a écrit un très beau livre qui s'appelle « Le monde d'avant », dans lequel il raconte son enfance et ce que pensaient, ce que vivaient, pensaient ses parents et ses grands-parents. Et il nous raconte que pour ses parents et ses grands-parents, il ne pourrait plus y avoir de guerre, que désormais tout se réglerait par des conflits commerciaux, que désormais, une sorte de, même si ce n'était pas dit ainsi, mais une sorte de grande mutation anthropologique s'était produite, qui faisait que toutes les catastrophes qu'avait connues notre civilisation ne se reproduiraient pas. C'était quelques temps à peine avant, là aussi, peut-être la plus grande boucherie de notre histoire. Et c'est bien en réalité ce qui s'est passé, c'est que dans les tranchées, a essayé ou a tenté de se reconstituer un peu consciemment, mais très inconsciemment surtout, l'unité d'une société déchirée. Vous avez sans doute tous vu ce film génial de Renoir qui s'appelle La Grande Illusion. Et La Grande Illusion, c'est ça, vous savez, avec Gabin, l'ouvrier, qui est dans la même tranchée que le fils du banquier juif, avec Erich von Stroheim, l'aristocrate prussien. Et c'est d'ailleurs ce que dira Barès aussi de ce qui s'est passé pendant cette période. Il y a une forme de solidarité qui se recrée dans le sang, la boue, la douleur de cette guerre. Mais ça n'est pas pour rien que Renoir l'appelle la grande illusion, c'est que cette unité fut une unité illusoire, parce que nous avons cédé à la tentation du malheur aux vaincus, parce que nous avons fait souffrir les sociétés vaincues, parce qu'aussi nous avons lâché la bride à l'argent, disons-le. Hein. Les années 20 sont des années de folle spéculation, des années où on a l'impression qu'il y a un bouchon qui saute, un couvercle qui saute, et qu'il faut... toutes les folies sont permises, tellement la société a souffert dans la guerre. Et donc arrive bien sûr au terme de cette période la catastrophe de la crise des années 30, qui vient rajouter sa souffrance à tous les déchirements qui sont en train de réapparaître. On connaît la suite de l'histoire. Hein. Et bien de nouveau, des sociétés déchirées vont chercher à se reconstituer dans une épouvantable violence. Et là encore, autant je partage l'idée que nous devrions nous souvenir de ce qui s'est passé dans les années 30, autant ce qui s'est passé dans les années 30, à mes yeux, ça n'est pas non plus une crise idéologique, c'est pas le camp du mal qui a triomphé du camp du bien idéologiquement ou philosophiquement. Non, ce sont des sociétés déchirées qui ont appelé le mal. Alors, le nazisme, il ne s'est pas imposé tout seul, c'est pas un petit groupe de fanatiques qui a converti d'un coup la société allemande. C'est quelque chose qui est venu du fond de la société allemande, qui a appelé quelque chose qui a été le nazisme. Voilà, c'est...
Alors, je ne dis pas que demain nous allons avoir le nazisme, parce que vous aurez remarqué en citant ces trois crises, on ne sait jamais à l'avance ni ce que sera le nom, ni la nature, ni le visage de cette violence terrible qui, périodiquement, vient amener notre civilisation au bord du gouffre et la menacer de sombrer dans une sauvagerie où elle perdrait définitivement son âme. Donc l'histoire du camp du bien et du camp du mal est à mon sens une fausse piste, une impasse totale, parce que non seulement nous ne savons pas le nom, le visage et la nature de ce qui peut arriver à des sociétés malades comme la nôtre, comme les nôtres, mais en plus les ruses de l'histoire nous ont appris que le camp du bien sombre parfois dans le mal et le camp du mal parfois dans le bien. Il y a eu des militants d'extrême droite, royalistes, antisémites, qui sont passés dans le camp du bien, qui ont résisté. Ceux qui ne l'ont pas lu devraient lire le livre de Cordier, vous savez, le secrétaire de Jean Moulin. C'est une très belle histoire d'un homme qui est camelot du roi, qui est dans une famille très à droite, antisémite, qui vomit la République, et qui, le 17 juin, entend le discours du maréchal Pétain et dit c'est un traître, et il s'en va avec des copains, il s'embarque sur un bateau, pensant aller en Afrique. Le bateau finalement ira en Angleterre, et il se retrouve assis, raconte-t-il, pendant tout le voyage à côté d'un militant communiste, qui pour lui était jusque-là la pire des horreurs, un jeune homme qui a 16 ou 17 ans comme lui. Et il y en a eu bien d'autres qui ont fait ce cheminement. À l'inverse, on a vu des gens qui étaient dans le camp du bien passer du jour au lendemain dans le camp du mal. Pas si on peut appeler le camp du mal, mais en tout cas, moi je l'appelle le camp du mal. Mais voilà, souvenez-vous, hein, les Doriot, les DA. DA avait été le dauphin de Blum, Doriot venait du Parti communiste, ou le glorieux maire de Bordeaux, de l'époque, pardon. Voilà, qui était un membre de la SFIO, un membre très respectable de la SFIO. Vous en avez beaucoup. Donc personne ne sait non seulement quelle sera la nature, quel sera le visage, quel sera le nom que prendra, si cela se produit, le mal, la violence, etc. Mais personne ne sait non plus où sera vraiment le camp du bien et le camp du mal. Voilà. Enfin, on ne le sait pas à l'avance, on ne sait pas à l'avance qui finira dans le camp du bien et dans le camp du mal. Donc laissons de côté cette impasse politicienne qui ne nous mène nulle part. Ça n'est pas l'idéologie aujourd'hui qui nous menace, c'est la réalité sociale, culturelle, identitaire, économique de notre civilisation, de nos sociétés qui est en cause. Et c'est en cela que la situation actuelle ressemble à celle des années 30. Je voudrais ajouter à ces trois exemples qu'à chaque fois, nous sommes allés au bord du gouffre, et si nous ne sommes pas tombés dans le gouffre, c'est-à-dire si au fond nous ne sommes pas devenus tous des sauvages, et si la civilisation occidentale n'a pas été finalement balayée, c'est quelque chose de miraculeux. On pourrait dire, comme le disait le général de Gaulle à propos de la France, elle en a vu d'autres, la civilisation occidentale, mais à chaque fois, il s'en est fallu d'un cheveu. D'un cheveu pour qu'au milieu de la sauvagerie, tout le monde devienne sauvage. D'un cheveu pour que tout ce qui restait de civilisé dans l'homme occidental disparaisse. À chaque fois, il s'en est fallu de peu, il a fallu que dans un certain nombre d'hommes et de femmes, une part d'humanité qui ne voulait pas mourir, une part de civilisation et de civilité qui ne voulait pas mourir, se mette à crier plus fort que la sauvagerie. La question est toujours la même. Notre civilisation aujourd'hui, nos sociétés, engendrent-elles encore, fabriquent-elles encore des hommes et des femmes de cette trempe? Voilà la question. Et combien? Ça, nous ne le saurons qu'à l'épreuve de l'histoire.
si cette épreuve nous est imposée. Mais ne prenons pas à la légère toutes ces catastrophes en disant, après tout, nous en sommes toujours tirés. D'abord, tout le monde ne s'en est pas tiré. Je dis souvent, on me dit, voilà, finalement, on s'est sorti de la Seconde Guerre mondiale, puis finalement, on a accouché d'un monde plutôt meilleur ensuite, mais vous savez, le père de famille qui a débarqué sur le quai d'Auschwitz avec ses enfants, lui, il s'en est pas sorti. Alors, si on pouvait s'éviter autant d'horreur, autant de violence, si on pouvait éviter de prendre autant de risques avec ce qu'il reste encore de civilité en nous, ça vaudrait quand même beaucoup mieux. Voilà tout ce que j'ai voulu dire. Je pense qu'il est temps de déplacer le curseur du débat politique, hein, à la fois la politique aérie, mais ça c'est hélas une des maladies de toute démocratie, c'est ainsi. Ainsi, pour faire une démocratie, il faut des partis. Dès lors que vous avez des partis, vous avez des appareils. Dès lors que vous avez des appareils, vous avez des combinaisons d'appareils, des stratégies d'appareils, des complots d'appareils. Alors là, on est servi. Hein. Je pense que ceux parmi vous qui s'intéressent ou qui étudient la science politique ont de quoi faire. Hein. Voilà, ça recommence, hein, comme toujours. Mais plus les problèmes sont graves, et plus la politique politicienne se détache de la gravité, se détache de la profondeur et s'occupe de ces petites affaires. En général, d'ailleurs, ça tourne assez mal pour elle, mais et puis accessoirement pour les autres, parce que croire qu'on peut se passer de la politique est une erreur aussi grave peut-être que l'erreur qui consiste à penser que nous, à notre tour, nous sommes en train de vivre une grande mutation anthropologique qui fait que la nature humaine aurait changé. Et à chaque fois ce qui s'est passé d'ailleurs. Encore une fois, les parents, les grands-parents de Stéphane Zweig. Voilà. La nature humaine aurait changé. Plus rien de ce qui est arrivé à nos aïeux ne pourrait nous arriver. Plus aucune leçon du passé n'a au fond d'importance puisque nous sommes tellement différents, nous serions devenus tellement meilleurs que nous serions à l'abri de tout ce qui est arrivé à toutes les sociétés humaines dans certaines circonstances depuis qu'elles existent. L'hypothèse que je fais, à laquelle je crois fermement, c'est qu'il y a une nature humaine et que c'est vrai, le monde change, il change tous les jours d'ailleurs, hein, il change tous les matins, on se lève avec un monde nouveau. Mais il y a une chose qui ne change pas beaucoup, très peu, très lentement, c'est la nature humaine. Et au fond de nous, il y a toujours la même chose, hein, il y a toujours la bestialité et la sauvagerie, et celle-ci est ineffaçable. Elle peut être canalisée, elle peut même revêtir une certaine beauté, une certaine grandeur, pourvu qu'elle soit contrainte par l'effort incessant de la civilisation et de la culture. Et c'est bien le problème. Le problème, c'est que sommes-nous en train de faire de notre civilisation et de notre civilité? Enfin, moi, j'ai le sentiment, pardon de cette remarque venue du vieux monde et d'un passé, pour beaucoup d'entre vous, peut-être révolu. J'ai l'impression que tout ce qu'on appelait civilisation quand j'étais jeune, et puis même après, enfin, tout ce que j'ai toujours considéré comme faisant partie de la civilisation, est en train de se défaire ou de se détruire, d'être détruit, jour après jour, avec une espèce d'obstination terrible, qui est l'obstination qui mettent toujours tous les tenants de la table rase, tous ceux qui considèrent, encore une fois, que le monde commence avec eux, qu'un monde nouveau commence avec eux, que pour s'adapter à ce monde nouveau, il nous faut un homme nouveau. Alors, de temps en temps, ça prend les couleurs d'un totalitarisme d'un camp politique, de temps en temps, c'est d'un autre camp politique. Enfin, c'est toujours la même histoire, toujours. Et la revoilà. C'est intéressant d'ailleurs
le cheminement des mots et des idées. Alors la table rase, avant, c'était, enfin, ma jeunesse, c'était les Khmers rouges, le stalinisme, etc. Bon. Aujourd'hui, la table rase, c'est l'ultralibéralisme. Pour faire simple, hein, ce mot me gêne toujours parce que mêler la grande tradition libérale aux imbéciles qui font référence aujourd'hui, ça me gêne toujours un peu. Monsieur Juncker n'est pas le descendant d'Adam Smith, hein, ni de Hayek. Bon. L'autre mot qui est très à la mode aujourd'hui, c'est le mot progressisme. Et là, c'est pareil. Quand j'étais jeune, le progressisme, vous savez, c'est le mot qu'on a collé à tous les régimes postcoloniaux, hein, qui voulaient jeter par-dessus bord les sociétés traditionnelles de leur pays, considérant d'ailleurs, ce qui n'était pas totalement faux, mais qu'elles avaient rendu ces pays colonisables. Et donc c'était leur forme de table rase à eux, hein, c'était une espèce de socialisme progressiste, alors qu'il y avait aussi parfois ses vertus. Hein, nous allons finir par trouver beaucoup de vertus à tous les Nehru, les Nasser, les Bourguiba, même les Atatürk. Hein, commence à leur trouver beaucoup de vertus, mais c'est intéressant de voir à quel point ce mot progressiste qui était du côté gauche de l'échiquier politique est passé du côté droit de l'échiquier politique. Enfin, sauf si certains d'entre vous considèrent que nos progressistes français sont quelque part sur l'échiquier de la gauche. Je pense que maintenant tout le monde a compris que c'était un peu plus compliqué que cela. Voilà, donc ça recommence. Ça recommence, il faut tout casser. Donc là, maintenant, ce qu'on a à casser, c'est, pour ce qui est de l'Occident, on va y revenir, c'est ce qu'on casse tous les jours, c'est un legs de culture, d'idées, legs spirituels, philosophiques, intellectuels. Et pour la France, si on se centre sur la politique, la première chose à casser, c'est le programme du Conseil national de la résistance et l'héritage de la République des années 1880. Donc, il faut casser l'école républicaine et il faut casser tout, la sécurité sociale, l'État, l'assurance maladie, bref. Alors, on a déjà cassé quelque chose quand même en Occident, et ça, on ne s'est pas très bien rendu compte de la gravité de ce que nous avions fait. C'est que, vous savez, moi, quand j'étais jeune, le Nouveau Monde, c'était celui qui était sorti de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, on m'explique que c'est le Vieux Monde. Et alors, le Nouveau Monde d'aujourd'hui a décidé, ça a commencé au tournant des années 70-80, mais ça s'accélère, que, au fond, toutes les leçons de la Seconde Guerre mondiale, il fallait les mettre à la poubelle. Hein, le Nouveau Monde, c'est donc le retour à la situation d'avant la Seconde Guerre mondiale, en particulier pour ce qui concerne l'économie. Et moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'aujourd'hui, dans les problèmes auxquels nous sommes confrontés, dans les défis que nous avons à relever, l'économie, le social et l'économie en particulier ne comptent pas. L'économie, ça compte beaucoup. C'est pas être marxiste ou être un fanatique de l'homo economicus de dire ça. C'est que l'économie elle-même repose d'ailleurs sur un socle d'idées, sur un socle de valeurs, sur des cultures qui n'ont en elles-mêmes rien d'économique. L'économie ne se suffit pas à elle-même. Mais l'économie, c'est quelque chose qui fait... D'abord, c'est pas, comme on le dit aujourd'hui d'une façon un peu rapide, dans certaines doctrines philosophiques, l'économie, elle n'est pas amorale. C'est-à-dire, elle n'est pas en dehors de la morale. Vous savez, il y a des philosophes très à la mode qui vous expliquent toujours que
On va mettre de la morale dans l'économie, on peut en mettre dans les lois, dans la fiscalité, mais l'économie, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle soit morale, comme si il existait un pan de l'activité humaine qui puisse échapper à la problématique morale, à la dimension morale. Voilà, ben non, l'économie, pas plus, l'activité économique, pas plus que le reste. Mais l'activité économique, elle est à cheval sur la civilisation, sur les règles, sur les droits de propriété, sur tout ce qui régit une société, et sur l'instinct. C'est même sans doute une des activités humaines qui a le plus à voir avec cette rencontre de l'instinct et de la civilité. Ôter le joug et les contraintes qu'on pose régulièrement sur l'argent et vous libérer des instincts sauvages, l'instinct de lucre, de possession, de domination. Voilà, c'est ce qu'on avait compris dans les années 30 et qu'on avait tenté de régler, finalement pas si mal, à la fin des années 30 et au début des 30 Glorieuses. Et c'est ce que nous avons jeté par-dessus bord. C'est la première erreur fatale que nous avons commise. Nous avons libéré les forces de l'argent. Alors, ce n'est pas que l'argent en soi soit mauvais, c'est que si vous le libérez, il dévore tout. Et toute l'histoire nous apprend la même chose. C'est qu'à chaque fois que nous avons fait ça, à chaque fois, l'argent, comme une puissance sauvage, s'est mis à dévorer la société jusqu'à ce qu'on lui remette des règles. Je ne suis pas anticapitaliste du tout, moi. Je pense que le capitalisme est une force créatrice considérable, mais le capitalisme ne peut pas être, encore une fois, amoral, et le capitalisme, il n'est fort, et il est efficace, et il ne s'auto-détruit pas que lorsqu'il a en face de lui un État fort, et lorsqu'il est soumis à des règles. Voilà. Depuis le début du capitalisme. C'est l'articulation réussie entre la puissance publique et la liberté d'innover, d'inventer, le goût du lucre, du profit, etc., qui fait la force du capitalisme. Enlever cette articulation et le capitalisme s'autodétruit et détruit tout sur son passage. Voilà. Je pense que le débat, en revanche, pour ou contre le capitalisme, à mes yeux en tout cas, mais certains d'entre vous seront peut-être en désaccord, mais est un débat qui est vain. Chaque fois qu'on a essayé, ça s'est terminé on a essayé de détruire le capitalisme, ça s'est terminé en catastrophe. Chaque fois qu'on l'a trop libéré, ça s'est aussi terminé en catastrophe. Nous sommes, une fois de plus, les leçons de l'histoire, là encore, sont complètement oubliées, et en particulier dans la finance, nous avons créé un monstre, de nouveau, sauf qu'il a atteint cette fois-ci des dimensions qui sont sans précédent, et ce monstre dévore tout sur son passage. Et ce monstre, il nous dévore, de la société, il nous dévore de l'extérieur, il nous dévore de l'intérieur aussi. Il dévore de l'intérieur parce que il fait souffrir énormément de gens. Il transforme tout en marchandise. Et c'est pas neutre de transformer l'homme en marchandise. Mais ça ne concerne pas seulement, ça concerne aussi les problèmes de PMA, de GPA. Mais ça va plus loin. Tout devient marchand. C'est-à-dire que tout ça accouche d'une société, ce monstre de la finance accouche d'une société dans laquelle ce qui n'a pas de prix sur un marché n'a plus de valeur. Et aucune société ne peut tenir si tout ce qui n'a pas de valeur marchande, ce qui n'a pas un prix sur un marché, n'a plus de valeur du tout. Ça veut dire que l'héroïsme n'a pas de valeur, que le courage n'a pas de valeur, que l'honnêteté n'a pas de valeur. Voilà, ça veut dire que l'amour n'a pas de valeur. Bref, on pourrait allonger la liste. Mais si tout ce qui fait une société, une civilisation n'a plus de valeur, il n'y a plus de société et plus de civilisation. Donc là, nous avons première erreur, avoir jeté toutes les leçons que nous avions tirées assez intelligemment de la crise des années 30 pour créer ce monstre de la finance qui est en train de dévorer notre société. Et
avec des conséquences auxquelles nous n'avions pas, enfin, auxquelles ceux qui l'ont fait n'avaient pas songé. C'est que non seulement on marchandise le monde, hein, mais en plus, on détruit le temps. On détruit notre conception du temps, celle sur laquelle repose notre civilisation, parce que la finance accouche d'un monde où non seulement le passé n'a plus de valeur, mais l'avenir est trop cher. Voilà, donc on ne peut plus attendre. On ne peut pas attendre. Il y a une espèce de... Elle communique à la société, la finance telle qu'elle est aujourd'hui, elle communique à la société sa frénésie, sa frénétique impatience, si vous voulez, qui fait qu'on veut du rendement avant même d'avoir investi. Ah, la finance est un marché de promesses. Mais quand il n'y a plus que des promesses et que les promesses vivent leur vie, elles accouchent inéluctablement de la spéculation et d'une spéculation sur l'avenir qui rend frénétique toute la société. Je suis toujours étonné, par exemple, qu'on puisse parler de l'avenir de la planète en laissant soigneusement à l'écart de tous les textes qu'on signe, de tous les engagements qu'on prend, la question de la finance globale. Mais si des milliards de décisions individuelles sont prises tous les jours, en fonction d'un avenir qui coûte trop cher, pour avoir des rendements à court terme, et même des rendements, encore une fois, avant même que l'argent ait été investi, ou en tout cas qu'il ait produit le moindre revenu. Alors, vous pouvez signer tous les textes que vous voulez, vous pouvez toujours parler du développement durable, mais le long terme n'existe pas. Donc, les conséquences, elles ne sont pas seulement matérielles. Les conséquences, elles touchent à toute notre vie sociale. Nous avons commis une deuxième erreur, je reste encore un peu sur l'économie. Deuxième erreur, c'est que nous, occidentaux, avons fait la mondialisation telle qu'elle est. Je dis bien nous, c'est un choix politique. Il nous a été imposé par rien, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, c'est pas le fruit du progrès technique, c'est pas le fruit de la science. Non, c'est nous occidentaux, enfin nous gouvernements, nous dirigeants, qui avons décidé de mettre en concurrence directement le travailleur des pays, le travailleur occidental avec sa protection sociale, son niveau de vie, sa protection sanitaire, etc., en concurrence immédiate avec le travailleur chinois, pakistanais. Alors on nous a dit, mais ne vous inquiétez pas, hein, ça va. Au début, ça sera un peu dur, mais ça va vite se rétablir. C'est une vieille idée. Je suis frappé par le mépris que nous avons pour les idées de ceux qui nous ont précédés. Ce débat, il a 200 ans, ce débat. J'avais essayé d'ailleurs d'en faire un peu l'historique dans mon précédent livre sur l'économie du sacrifice. Vous avez au début du 19e siècle exactement le même débat entre Jean-Baptiste Say, économiste français, mais intelligence remarquable, et puis pardon, comment s'appelle-t-il, le démographe Malthus, voilà. Il y a un débat entre Malthus et... Malthus, dont Keynes s'est beaucoup inspiré au-delà de la démographie. Pour Malthus et Jean-Baptiste Say, très intéressant. Pour Jean-Baptiste Say, au fond, il ne peut pas y avoir de crise. Et s'il y en a une, c'est un accident. C'est la loi des débouchés, hein, l'offre que sa propre demande. C'est un accident et ça ne dure pas. Donc après les guerres de la Révolution et de l'Empire, il y a une crise énorme de débouchés. Il faut reconvertir toutes les industries. Il faut passer du blocus continental à des économies ouvertes. Et il y a une crise qui touche tout le monde occidental, à commencer par les États-Unis. Et
Malthus dit, bah voilà, bien que ça peut arriver, les crises, et cette crise, elle est grave. Et Jean-Baptiste Say dit, oui, mais ça va s'arranger. Et Malthus répond, oui, enfin, si ça dure 10 ans, 10 ans dans une vie, c'est long. Voilà. Alors la nôtre, ça fait 40 ans. Et quand on regarde la situation du monde, on se dit, ben, c'est pas fini. Hein, avant que l'ajustement se fasse, c'est-à-dire que survienne ce que la promesse, enfin, soit réalisée la promesse qu'on nous avait faite, que pas grave parce qu'au fond, on va souffrir un peu, mais les salaires vont monter, le niveau de vie va monter, et puis de protection sociale, etc., dans les pays concurrents et dans les pays en développement. On se dit que, bon, en étant très optimiste, on a bien pour 30 ans encore. Ben, c'est long, hein, 70 ans dans une vie, hein, puis même dans plusieurs vies. Hein, ça chevauche les générations. Voilà, et nous avons fait ça pourquoi? Parce que ce qu'ils l'ont fait, nos représentations du monde sont complètement folles. Nous avons imaginé un monde, ils ont imaginé un monde sans frontières, un monde où tout serait mobile, fluide, l'impératif de la mobilité et de la fluidité. Au fond, toute frontière était irrationnelle. C'était non seulement un facteur de tension et de guerre. Allez donc voir le monde avant les frontières. Hein. Vous verrez, il n'y avait pas de guerre. Hein. On mourait plus de morts violentes dans le monde d'avant les États que dans le monde des États. Ah bon. Mais en plus, c'était pour eux une source de gaspillage. L'idéal, c'est l'humanité réunifiée avec les mêmes règles, les mêmes juridictions, les mêmes goûts, les mêmes coutumes. Voilà, c'est une fois le grand marché mondial. Alors qu'on nous vend sous prétexte de la réunification de l'humanité, la civilisation universelle, mais en réalité, le grand marché mondial, le problème du grand marché mondial, c'est qu'il n'est pas si rationnel que ça, parce que il repose sur la représentation d'un monde où il n'y a pas de gens, il n'y a personne, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas de passion, il n'y a même pas de géographie d'ailleurs. Et tout le problème est là. C'est que, au fond, nous sommes en train de nous éloigner des fondements même de notre civilisation, de ce qui nous a fait ce que nous sommes. Non seulement parce que nous n'accordons plus de prix que vaut la littérature, à part les livres qui se vendent, ceux des livres qui se vendent très bien, la littérature en elle-même, que vaut-elle dans ce monde-là, et la poésie, et le théâtre, et l'art en général, et la beauté. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une espèce de dérive, alors celle-ci probablement sans précédent, de la façon dont nous représentons les choses. Vous savez, moi, je suis convaincu que il n'y a pas de fait sans interprétation des faits, et il n'y a pas de connaissance sans une théorie implicite de la connaissance que nous portons en nous. Nous ne savons pas connaître directement sans l'intermédiaire de la pensée et d'une pensée. Alors, ce soir, je suis invité par un cercle qui s'appelle le cercle Aristote. D'abord, première remarque, nous pensons toujours avec les catégories d'Aristote et de Platon. Voilà. Ah oui, c'est vieux. Hein. Cette manie du nouveau. Mais moi, j'aime beaucoup Aristote, il a beaucoup apporté, la logique en particulier. Mais je trouve dommage qu'on oublie Platon. Plutôt qu'on le relègue, comme l'ont fait longtemps les conservateurs anglais, une partie de la droite réactionnaire en France, on le relègue dans le camp des révolutionnaires, vous savez, le constructivisme, alors que nos révolutionnaires n'étaient pas du tout platoniciens. Mais Platon, c'est absolument essentiel pour comprendre ce qui nous arrive. Refaisons un peu d'histoire pour comprendre ce que nous sommes en train de perdre ou de laisser dériver. Notre civilisation commence vraiment avec l'invention de la transcendance. Alors, c'est un mot compliqué.
La transcendance, c'est quoi? Ça consiste à mettre Dieu en dehors de la nature. L'immanence, c'est Dieu est dans la nature, ou plutôt la nature, c'est Dieu. Voilà, pour faire simple. Donc avant la transcendance, l'homme est dans la nature, il est une petite partie, une parcelle de cette nature, un microcosme dans le macrocosme, et toute atteinte à la nature a quelque chose de sacrilège. Voilà, il est, disons, pour faire simple, prisonnier de la nature qui est encore une fois autour de lui et en lui. La transcendance, ça consiste à mettre Dieu en dehors. Alors c'est Dieu ou l'idée, mais au fond, il y a deux sources qui vont nous amener à cette invention de la transcendance. Il y a une source philosophique, pour faire simple, platonicienne. Il n'y a pas que Platon, mais Platon en est l'élément essentiel. Ça va d'ailleurs donner ce qu'on pourrait appeler le Dieu des philosophes. Platon nous dit, voilà, il y a des idées, ça va être un des plus grands débats qui n'est pas achevé d'ailleurs, de la civilisation occidentale. Il y a des idées transcendantes, universelles, elles sont dans le ciel des idées, elles sont inaccessibles, mais elles existent vraiment. Et au fond commence là la grande aventure de l'homme occidental qui cherche à s'approcher toujours le plus possible de ces idées transcendantes, comme il cherchera à s'approcher du Dieu transcendant quand le monothéisme inventera la transcendance religieuse. L'homme occidental, il cherche à s'approcher on va prendre le plus simple, la vérité, par exemple. Il y a un idéal transcendant de la vérité. La vérité vraie existe, mais elle n'est pas, c'est la leçon profonde de notre civilisation, elle n'est pas accessible. Mais la volonté de l'homme occidental de se dépasser sans arrêt pour essayer d'atteindre cette vérité a été un des plus grands moteurs de la créativité de l'homme occidental. Et il fait la même chose avec le beau, le juste. Le problème, c'est quand on oublie que la vérité, le beau, le juste sont inaccessibles. Il faut tendre vers, mais nous n'y arriverons jamais. Le problème, c'est quand on vous dit froidement sur un plateau de télévision, c'est scientifique. Donc, il n'y a rien à dire. Mais la science, c'est ce qui est réfutable. La science, c'est ce qui est réfutable. Voilà. Et la science, c'est pas la vérité. La science, c'est une méthode pour s'approcher le plus possible, le plus près possible de la vérité. D'ailleurs, ce qu'on a appelé la science nouvelle au XVIIe siècle, elle était platonicienne. Voilà, c'est cette idée qu'il existe vraiment une vérité et que nos efforts devons éternellement faire des efforts pour tendre vers. Mais le jour où vous dites c'est scientifique, ça veut dire que vous avez atteint la vérité. Et là commence le drame. Vous savez, ce qui fait le génie de l'Occident, c'est la dialectique. C'est pas le en même temps. Non, c'est la dialectique, c'est-à-dire l'acceptation des contraires et la volonté de dépasser ces contraires. Si on prend la transcendance sans la dialectique, si on prend la transcendance sans cette idée fondamentale pour l'Occident que entre l'ici-bas et l'au-delà, il y a une distance qui est infranchissable. Bref, pour glisser de la philosophie à la religion, si on veut faire entrer la cité terrestre dans la cité de Dieu, alors le malheur se profile à l'horizon. Et il y a des religions qui n'ont aucun antidote à l'excès de transcendance. C'est le cas de l'islam, c'est pas... il y a des religions, je pense au judaïsme, dont l'antidote à l'excès de transcendance est dans le fait que le judaïsme ne veut pas convertir, enfin c'est fixer la règle de ne pas vouloir convertir le monde entier. Puis il y a des religions de la transcendance comme la nôtre, enfin comme le christianisme l'a été, ou l'est, qui ont leur propre antidote, qui fait dire d'ailleurs aux autres que nous sommes des polythéistes,
Et c'est pour ça que j'ai consacré quelques passages dans mon livre à quelque chose qui paraît sans intérêt, sans importance. Évidemment, c'est assez difficile d'aller expliquer ça sur un plateau de télé un jour de manifestation des Gilets jaunes, mais à force de considérer que tout ce qui est important n'a pas d'importance, on finit par perdre le fil. Voilà. Notre antidote à nous, il a été dans la Trinité, dans le mystère de la Trinité. Pourquoi? Parce que la Trinité, c'est trois choses en une, et c'est surtout l'obligation d'aller sans arrêt de l'un au multiple, de l'ici-bas à l'au-delà, de l'humanité du Christ à la divinité de Dieu. Et ça a été l'éducateur philosophique de l'Occident. Là, je ne vous parle plus de religion, je parle simplement d'imprégnation intellectuelle, philosophique, culturelle, civilisationnelle, si vous voulez. Pendant 2000 ans, l'Église, consciemment ou inconsciemment, nous a fait percevoir ce qu'était la transcendance. C'est une chose d'extrêmement difficile à expliquer, mais qui est vraiment une des caractéristiques de ce que nous sommes. Et nous a appris cette dialectique obligatoire, cette obligation d'aller sans arrêt, encore une fois, de l'un au multiple, du singulier à l'universel, et de l'humain au divin. Et ça, c'est quelque chose que périodiquement, nous avons tendance à oublier. Quand nous l'oublions, plus rien ne va. C'est ce que nous sommes étrangement en train de faire depuis quelques décennies. Je vous en donne quelques exemples. Pour moi, le plus marquant, c'est le droit. Alors, il y a le droit avec vous savez, dans les idées qui sont dans le ciel des idées, les idéoplatoniciens, souvent l'astuce consiste pour bien les distinguer de leur application terrestre, à mettre une majuscule. Alors je dirais le droit avec une majuscule. Nous pensons que le droit existe, qu'il existe des droits de l'homme. Le problème, c'est lorsque le droit et les droits de l'homme qui sont dans le ciel des idées descendent sur Terre, enfin, quand on croit qu'ils descendent sur Terre, et qu'on en fait une religion, qu'on a oublié que c'était des idéaux. Parce que là commence la grande confusion d'abord entre le savoir et la croyance, entre la raison et la foi. Et c'est ce qui nous arrive étrangement. Rendez-vous compte, si vous pensez que le droit est un idéal, avec un grand D, et que vous le transférez sur Terre sans précaution, que ce que vous faites, si vous êtes juriste ou si vous êtes une juridiction, ce que vous faites, c'est le droit avec un grand D, vous avez tous les droits. Puisque vous avez la vérité du droit. Ça devient une religion au nom de laquelle vous pouvez convertir la terre entière. Et oui, vous oubliez que... alors que tout nous démontre le contraire. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il ne faut pas jeter les droits de l'homme ni l'universalisme à la poubelle, mais il faut juste savoir qu'il y a des limites. C'est une vieille histoire. Cette histoire, toujours, des limites. C'est une vieille histoire. Et le jour où on ne le sait plus, le droit se suffit à lui-même. Vous savez, il y a une commission, c'est très frappant, il y a une commission qui gravite dans l'orbite de la Commission européenne, de juristes, qui n'a pas de pouvoir normatif, mais qui fixe un peu les doctrines juridiques. Ça s'appelle la commission de Venise. Et la commission de Venise, elle a pour devise, écoutez bien, la démocratie par le droit. Ce que nous essayons de faire depuis que nous avons adopté la démocratie comme principe de légitimité, c'est le droit par la démocratie. C'est un tête-à-queue formidable, enfin invraisemblable. C'est-à-dire que le droit
tire sa légitimité de lui-même. Et donc, le juriste qui connaît la science juridique est à même de faire le droit sans demander l'avis de personne. Voilà, donc le droit aujourd'hui, il se fait dans quelque chose que les juristes appellent le dialogue des juridictions, par exemple. Alors les juridictions, elles discutent entre elles sont entre elles, puis elles fabriquent du droit. Mais c'est le droit, avec un grand D. C'est toujours d'ailleurs embêtant quand le législateur décide de s'immiscer dans cette fabrication du droit. On trouve d'ailleurs toujours un moyen pour le détourner, parce que le droit qui se justifie par lui-même, le droit avec un grand D, le droit qui s'auto-légitime, c'est quand même plus important que n'importe quoi d'autre. C'est plus important que la démocratie. D'ailleurs, un jour, un président de cette commission a déclaré voilà, l'état de droit, qui est quelque chose auquel qui est une grande invention de notre civilisation, mais l'état de droit, c'est plus important que tout, et donc il ne peut pas y avoir une seule raison, même fût-elle démocratique, pour y porter atteinte. Bon. Et c'est formidable quand on y pense. Parce que oui, il peut y avoir des circonstances où l'état de droit doit être changé, modifié, voire limité. Voilà, parce que quand il y a des vies en jeu, quand il y a la guerre, quand il y a... Enfin, voilà, on rappelle les débats un peu surréalistes au moment de l'état d'urgence, qui pourtant n'est une façon d'intégrer une situation exceptionnelle dans un état de droit aménagé. On se souvient des débats qu'il y a pu y avoir à cette époque-là, de l'indignation des juristes et notamment des juridictions. Et ça engloutit tout, ça engloutit la raison d'État, ça engloutit la capacité à prendre en compte les circonstances. Il n'y a plus de circonstances, et ça élimine toute question de légitimité. Or, la légitimité, c'est ce qui nous fait tenir ensemble, c'est ce qui nous fait obéir au commandement que la société peut mettre en place. Un historien avait appelé ça l'esprit invisible de la cité. S'il n'y a pas l'esprit invisible de la cité, il n'y a plus de cité. Voilà, la cité, comme la société, comme la nation, elle repose sur quelque chose qui est extrêmement fragile. Quelque chose, c'est le consentement de tous à des règles, à des principes. Si vous ne voulez plus obéir à ces règles et à ces principes, il n'y a que vous qui pouvez en décider en réalité. Mais il n'y a plus de société. On a vu d'ailleurs où nous menait cette espèce de dictature des religions, du droit, de l'économie. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Moi, j'étais très frappé. Le début était très significatif. Les gens disaient, on leur disait, il faut manifester à tel endroit. On disait, non, nous on manifeste où on veut. Alors ça paraît rien, mais c'est juste, voilà, moi, il y a la règle, je m'en fiche. J'ai décidé que je manifesterais où je voulais. On voit à quel point, même quand un petit nombre de gens décident de ne plus consentir à partager l'esprit invisible de la cité, ça ne marche pas. Vous pouvez mettre les forces de police que vous voulez, tous des règles. Voilà. Il ne suffit de pas grand-chose. D'ailleurs, ça s'est déréglé, parce que occuper des ronds-points en disant, moi, j'ai décidé que j'empêcherai la circulation de circuler. Point. Et je me fiche de savoir si c'est interdit, si c'est réglé. Ça a quand même fait 10 ou 11 morts. C'est parce que personne n'avait prévu de mettre quelqu'un pour avertir les conducteurs quelques kilomètres avant, et que les gens sont arrivés, le premier s'est arrêté, le deuxième a pilé, le troisième il est rentré dans le précédent, et voilà. Et on a senti d'ailleurs à un moment que tout se déréglait. Donc ça tient, c'est extrêmement fragile. La question de la légitimité, elle est essentielle, elle est beaucoup plus importante que la question de la légalité. Parce qu'elle est ce sans quoi la légalité n'a plus de force. Et nous vivons dans un instant assez étrange où la question de la légitimité a été bannie. La démocratie le droit s'auto-légitime, l'économie s'auto-légitime.
La démocratie, n'en parlons pas, c'est toujours la confusion entre l'ici-bas et l'au-delà. Dans le ciel des idées, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, enfin le gouvernement du peuple, par le peuple. Bon, dès qu'on descend ici-bas, c'est plus compliqué. Plus compliqué parce que faut définir le peuple, faut, voyez, l'indépendantiste catalan, il pense que la démocratie, c'est que les Catalans décident de leur sort. Puis le démocrate espagnol, lui, il pense que les Espagnols doivent décider tous ensemble si la Catalogne reste espagnole ou pas. Bon, c'est un débat. Enfin voilà, c'est le genre de débat auquel est confrontée sans arrêt la démocratie. C'est pareil que les droits de l'homme. Aux États-Unis, on considère qu'interdire la burqa, c'est une atteinte fondamentale aux droits de l'homme. En France, on considère que c'est une protection fondamentale des droits de l'homme, de la femme. Bon. Et il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. Mais s'il y en a un qui pense que sa démocratie à lui est une religion, alors on se retrouve à peu près, on risque de se retrouver assez vite dans la situation de Charlemagne avec les Saxons, quoi. Vous croyez à mon Dieu, ou bien je vous coupe la tête. Ou la terreur, la liberté ou la mort. Voilà. Donc on est parti dans cette espèce de dérive terrible où l'universalisme, les droits de l'homme, le droit tout court, la démocratie, la concurrence, le marché, etc. Tout ça deviennent des religions. Et c'est ça qui fait qu'on a le sentiment qu'il y a une sorte de totalitarisme diffus qui s'empare de nos sociétés, mais ça va très loin. Parce que, vous savez, on avait inventé il y a quelques années le devoir d'ingérence. Pas le devoir d'ingérence. Il y a un pays qui n'applique pas la démocratie telle que je la conçois, les droits de l'homme tels que je les conçois. J'ai le devoir d'aller imposer dans ce pays ma conception des choses. Ça va très loin. Enfin, c'est le principe de la croisade. Le principe de l'Inquisition. C'est une espèce de dérive qui est intellectuelle et morale qui est devenue terriblement préoccupante, mais auquel on ne s'intéresse pas. On est en train de laisser du coup le pouvoir aux grands prêtres de ces religions. Donc les marchés, le marché a toujours raison, n'est-ce pas? Donc les traders, ils font la vie du monde, les financiers aussi. Les juges, ils font la vie, s'imposent le droit. Et petit à petit, on élimine de notre société ce que j'appelais moi la dimension tragique, c'est-à-dire le fait que la plupart des décisions que nous avons à prendre ne trouvent aucune réponse dans un catéchisme, dans un manuel. Les décisions techniques, c'est facile, mais la plupart des décisions que nous avons à prendre sont soit des paris sur l'avenir, soit obligent à des arbitrages de nature morale. Il faut arbitrer des risques, il ne suffit pas de dire il y a une chance sur 1 million pour que tel accident se produise, pour dire la science me dit que je dois prendre la décision puisqu'il n'y a qu'une chance sur 1 million pour que l'accident se produise. Bon, non, si l'accident c'est une centrale nucléaire qui saute à la figure, quand vous prenez la décision, vous n'êtes pas débarrassé de la dimension tragique de cette décision. C'est la vieille idée de Camus, Antigone a raison et Créon n'a pas tort. Il n'y a que la conscience qui puisse arbitrer entre le droit de la famille, Antigone, et le droit de la cité, Créon. Voilà, Et donc, nous entrons dans la société de la bonne conscience, dans la société où paradoxalement la religion... ce que nous appelions la religion a tendance à s'éteindre, à se dessécher, ou en tout cas à se rétrécir. Et en revanche, on fabrique des religions avec des choses qui ne devraient pas être des religions tous les jours. Et alors, le problème, c'est qu'il y a une double dérive, c'est-à-dire que non seulement la transcendance, l'universalisme, l'abstraction dérive d'un côté, mais on voit ressurgir autre chose, c'est ça qui est nouveau, qui dérive aussi. L'autre chose, c'est la fameuse immanence, vous savez, naturalisme, que l'universalisme, la transcendance avait recouvert, et qui, de temps en temps, dans l'histoire, revient, ça revient encore. Voilà, on a la religion naturaliste
repointe le bout de son nez, c'est-à-dire la nature c'est mieux que la culture, la nature c'est mieux que tout. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais je vous donne un exemple de ce problème avec l'histoire du marché et de la concurrence, pour prendre quelque chose d'un peu tangible et concret. Il y a deux façons de voir la concurrence et la loi du marché. La première façon, c'est, je veux dire, la façon à l'origine française, qui est pour l'essentiel d'ailleurs la façon du courant principal de l'économie américaine, qui est celle des ingénieurs français du 19e siècle, en particulier de Walras. Walras, il développe une idée pure de la concurrence. Il dit voilà le modèle idéal. Donc on est tout à fait dans l'idéal platonicien. On a un modèle de la concurrence pure et parfaite, avec le commissaire-priseur, enfin tous ceux qui ont fait un peu d'économie voient très bien ce que je veux dire. Alors Walras, lui, n'était pas idiot, hein, il a fait un traité d'économie pure, décrit la concurrence pure et parfaite, et puis il a fait aussi un traité d'économie appliquée, où il explique que dans la réalité, il faut tenir compte des imperfections de ce monde. Hein. Par exemple, dans le monde tel qu'il est, il y a des monopoles naturels. Voilà, genre le train, les barrages hydroélectriques, les autoroutes. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas d'autoroutes, mais enfin, vous voyez. Et de nos jours, ou les aéroports. Bon. Voilà, et donc là, quand la concurrence, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Le monopole naturel, il produit des rentes. Bon, la rente, c'est le contraire de la concurrence. Donc vouloir appliquer systématiquement la concurrence, la privatisation à ce genre de choses, c'est privatiser les rentes. Voilà. Mais si Walras, lui, était plutôt un génie, les génies qui nous gouvernent ne sont pas très géniaux, quoi. Donc, ce sont des espèces d'idéologues. Mais oui, c'est par exemple la Commission européenne avec la théorie avec la concurrence non faussée. Hein, la concurrence non faussée, c'est ça, c'est l'idéal de la concurrence. Il faut faire rentrer le monde d'ici-bas dans l'idéal de la concurrence, dont aucun de ces théoriciens à l'origine n'a pensé un instant à faire rentrer le monde d'ici-bas. C'est un peu comme si le physicien, ayant élaboré la loi d'inertie, en pensant à un modèle dans lequel il n'y aurait pas de frottement, s'était dit ensuite, et bien maintenant je vais faire entrer le monde d'ici-bas avec ses frottements dans un monde sans frottement. Voilà, il n'y aura plus de frottement voilà, c'est ce que nous faisons avec la théorie de la concurrence. Ça, c'est la première version, donc le dérapage de l'abstraction et de l'idée transcendante, universelle de la concurrence. Il y a un second versant très intéressant qui puise ses racines intellectuelles dans toute autre chose. Ce second versant, c'est celui du naturalisme, dans lequel le conservatisme anglais, anglo-saxon, a beaucoup puisé. Alors ça n'a pas que des inconvénients, c'est le naturalisme qui a beaucoup pesé sur l'école économique autrichienne, sur l'école anglaise, celui d'Adam Smith d'abord. Adam Smith, il ne faut pas croire, Adam Smith et la concurrence de Walras, celle d'Adam Smith, c'est pas la même. La main invisible du marché, c'est pas du tout la concurrence de la Commission européenne. C'est tout autre chose. Pour Adam Smith, la main invisible du marché, c'est l'harmonie divine. L'harmonie divine, c'est la nature. Donc cette harmonie divine, c'est une loi de la nature. Une loi de la nature parce que la nature, c'est Dieu et elle obéit à des principes, à des règles. Voilà, cette harmonie divine. Alors un des meilleurs représentants de c'est très intéressant, Adam Smith. Un des meilleurs représentants des plus intelligents de cette école, c'est Hayek. Alors, tout le monde n'a pas lu Hayek, mais Hayek, un Autrichien d'origine, mais qui a fait l'essentiel de sa carrière au Royaume-Uni, avait la particularité d'être le maître à penser de Madame Thatcher. Margaret Thatcher brandissait ses ouvrages en disant « Voilà ce que je pense ». Madame Thatcher est plus intelligente que M. Juncker. C'était tout à fait conscient. Or, Hayek,
Hayek, il explique que Dieu n'est pas en dehors de la nature, mais pas en dehors de la société, mais dans la société. Et alors ça n'a pas que des inconvénients, c'est-à-dire que ça débouche d'abord, ça c'est l'aspect positif, sur une théorie évolutionniste de l'économie, des institutions, du droit, qui n'est pas du tout inintéressante. Sauf que pour Hayek, le droit, on le découvre, c'est une loi naturelle, quasiment. C'est pas le droit naturel des philosophes, d'une partie des philosophes des Lumières, hein, c'est un droit de la nature, on le découvre. Et le problème, là aussi, c'est que lorsque ça dérape, ça nous amène très loin. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à considérer que la loi du marché est une loi de la nature. Or, si c'est une loi de la nature, elle n'est pas discutable. Une loi de la nature, ça ne se discute pas, ça se constate, voilà, bon, bah, comme ça. Hein, donc, il n'y a rien à dire, il n'y a plus qu'à se soumettre à la loi de la nature et la loi du marché. Donc, le marché, c'est soit, comme disait Braudel, une construction de l'esprit, ce que je pense profondément, à condition de ne pas déraper vers la dérive de la transcendance et de l'abstraction pure, soit une loi de la nature. Alors, il faut bien voir que les lois de la nature, non seulement elles ne sont pas discutables, mais si on pousse ce raisonnement jusqu'au bout de sa logique, eh bien on va aboutir à une chose très simple, c'est à transférer les lois de la nature aux lois de la société. Alors il y a une loi de la nature qui est sans doute une des plus évidentes, ça s'appelle la sélection naturelle. Le plus fort, il dévore le petit, et le faible, voilà, et puis petit à petit, la race humaine se renforce, en détruisant les faibles. Bon, pour moi, la civilisation, c'est le contraire. Hein, et ça finit par le darwinisme social, ce que beaucoup de gens véhiculent sans même ça, mais vers lequel on avance. Vous voyez, on est au croisement dans la crise de la pensée occidentale, on est au croisement entre les deux dérives. C'est la dérive du constructivisme, comme diraient les conservateurs réactionnaires anglais, et la dérive du naturalisme. Et elle est aussi dangereuse, la dérive du naturalisme, parce qu'on la voit venir partout. Hein. On va revenir dans une partie de la pensée écologiste quand elle devient une pensée religieuse. Nous sommes en train de naviguer. Il y a deux écueils. C'est celui de la nature est tout et l'homme rien, et celui de la nature n'est rien et l'homme est tout. Et ce n'est pas un problème de juste milieu. C'est encore une fois un problème de dialectique et de limite. Voilà, je vais finir là-dessus parce qu'on pourrait parler des heures sur ces sujets, mais l'histoire de la limite, elle est consubstantielle à notre civilisation, justement parce que c'est une civilisation de la transcendance et de l'histoire où l'homme est libéré de la nature, écrit sa propre histoire et cherche à atteindre des idéaux transcendants. C'est ce que les Grecs appelaient l'hubris. Déjà, je veux dire, cette recherche, cette critique de la démesure qui est dans toute la tragédie, elle est consubstantielle à ce que nous avons construit, à ce que la civilisation occidentale a fabriqué. Et cette limite, elle est encore une fois, elle est dans la distinction entre le spirituel et le temporel, que nous devons au christianisme, c'est rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Elle est dans la distinction entre la cité terrestre et la cité de Dieu, elle est dans Saint-Augustin. Elle est aussi dans Camus qui dit, il y a cette phrase que je trouve très, très profonde, il dit nous avons besoin d'une philosophie de la limite. Et l'Occident a toujours besoin d'une philosophie de la limite. Eh bien, nous avons oublié que nous avions besoin d'une philosophie de la limite. Je vais finir sur un exemple que j'emprunte à Camus très fréquemment. Dans une pièce que je trouve absolument magnifique, qui s'appelle Caligula, au début de la pièce, l'empereur vient de perdre sa sœur. Il est désespéré. On ne sait pas si ça a été sa maîtresse. En tout cas, si ça n'était que sa sœur, mais il est déchiré, désespéré, c'est un drame absolu. Et arrive un conseiller qui dit César, je dois absolument te parler de quelque chose de très important. Alors, il dit écoute, je résume, hein, mais il dit non, moi je viens de perdre ma sœur, j'ai autre chose
à penser que les affaires de l'État... Et l'autre insiste, et puis il dit, mais il finit par dire, mais César, ce dont je vais te parler, c'est la chose la plus importante au monde. Puis, Caligula finit par s'arrêter, il dit, bon, très bien, alors, tu veux me parler du trésor, c'est ça? Oui, César, on a besoin d'argent. Il dit, très bien. Alors j'ai une idée. On va demander à tous les citoyens de l'Empire d'établir un testament en faveur de l'État. Puis comme on a besoin régulièrement d'argent, ben, chaque année on en tirera un certain nombre au sort, on les exécutera. Alors le conseiller est un peu effaré, mais César... Et Caligula il dit, mais tu m'as bien dit que le trésor c'était la chose la plus importante au monde. C'est donc plus important que la vie humaine. Et il dit, maintenant nous allons vivre selon la logique. Vous allez voir, ça va être dur. Et oui, même la logique, poussée jusqu'au bout, elle devient meurtrière. Oui, nous avons toujours besoin d'une philosophie de la limite et nous avons oublié que nous avions besoin d'une philosophie de la limite. Voilà ce que je voulais en résumé vous dire sur le sujet qui m'a préoccupé, qui me préoccupe beaucoup.